qui répondra le monde entier. Alors, je vais maintenant passer la parole à mon voisin de droite, Gilbert Thiel. Alors Gilbert Thiel, vous le connaissez tous, puisque ça fait quelques années qu'il vient parmi nous. Il a écrit... Ouais. Il a écrit... il est donc juge d'instruction à la section antiterroriste du tribunal de Paris. Mais avant d'être juge antiterroriste, il a occupé d'autres fonctions et a traité... d'autres affaires, notamment d'escroquerie. Il a écrit plusieurs livres qui se sont pas mal vendus, d'ailleurs. Le plus célèbre, je crois, c'est « On ne réveille pas un juge qui dort ». Et puis, il y en a eu un autre qui s'appelait « Magistrales insomnies ». Vous remarquez au passage que quand même la nuit est une composante lourde dans l'œuvre littéraire de Gilbert Thiel. Et puis Solitude, le dernier, c'est Solitude et servitude judiciaire. Et tout ça, c'est chez Fayard. Alors, je ne vais pas vous dire ce dont il va nous parler, parce que de toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. Et il a dû changer son texte 3 minutes avant d'intervenir. Alors je lui passe tout de suite la parole, Gilbert. Merci, Monsieur le Président. Affairisme, escroc, faussaire. Cette fois, c'est la dernière que je viens aux causeries du Palais, dont les sujets choisis par le président Gallo deviennent manifestement trop dangereux. Je croyais qu'il s'agissait simplement, sous le titre, que je rappelle, affairiste, escroc, faussaire, de parler de la classe politique, et puis de temps en temps, et un petit peu, de faire du populisme. Ça soulage tellement. Eh bien non. Le président Gallo m'a dit hier, à mon arrivée au Sable, qu'il fallait que je parle de Simone Weber. Simone Weber, dont je vais vous raconter très très brièvement la remarquable histoire d'amour qu'elle a eue avec monsieur Marcel Fuxard, qui ne s'en est jamais véritablement remis. Mais je le fais non pas parce que le président Gallo me l'a demandé, car je ne voulais absolument pas aborder ce sujet compte tenu de sa dangerosité, mais parce que Alain du bistrot du Port, celui qui me sert les apéros, m'a instamment demandé de le faire, et comme tout magistrat, je suis très très peu imperméable aux pressions. Donc, d'abord, Simone Weber, et après je ferai ma communication. Simone Weber, j'espère que vous avez révisé avant de venir. Pas trop près du micro. Et cette femme dont j'ai fait la connaissance professionnelle, pour ma part en 1985, alors que j'avais même pas 40 ans, et qui, elle, était née, elle est toujours née d'ailleurs là-bas, le 28 octobre 1930 à Ancerville, dans le département de la Meuse. Simone Weber, en 1979, après un premier mariage qui a échoué, et je rejoins ce que Michel Carly a rappelé de Georges Simenon, puisqu'on a reproché notamment à Simone Weber d'avoir fait un faux mariage. Mais est-ce que les faux mariages sont forcément plus mauvais que les vrais ? Donc, après un premier mariage qui s'est soldé par un échec retentissant, Simone Weber se vengeant déjà à l'époque en établissant un faux certificat médical qui a abouti à un internement juste 3 jours, comme quoi il n'y a pas que la justice qui se trompe, juste 3 jours de son premier mari par les sapeurs-pompiers venus chercher le pseudo-forcené. Eh bien, Simone Weber, je vous interdis de rire, sinon il y aura des sanctions qui vont pleuvoir dans cette salle d'audience. Simone Weber, née le 28 octobre 1930 à Ancerville, département de la Meuse, code postal 55 000, est tombée follement amoureuse en 1980, donc dans sa 50e année, de Marcel Fuxard, un ancien adjudant de la coloniale,
qui était née en 1900. Je vous interdis de rire, c'est très sérieux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle l'avait sélectionné par voie de petites annonces que M. Marcel Fixard lui-même avait fait publier, car il voulait trouver une compagne pour la fin de ses jours. Alors, il ne voulait pas une femme mariée, il voulait une femme sans enfant, il voulait une femme assez âgée. Ça, j'ai moins bien compris la demande de M. Fixard. Donc Simone Weber, ce qui est habituel chez une femme, lorsqu'elle a répondu à la petite annonce en question, eh bien, elle s'est présentée chez Marcel Fixard en se vieillissant, ce qui n'est pas l'habitude de la gente féminine. Et là, on voit que Simenon n'a pas toujours dit la vérité, donc elle s'est vieillie, elle s'est prétendue professeure de philosophie, elle ne l'était absolument pas. Elle a dit qu'elle n'était pas mariée, elle n'était pas encore divorcée, elle a dit qu'elle était sans enfant, elle en avait 4. Et cette torride histoire d'amour va malheureusement se terminer dès le milieu de l'année 80 par le décès prématuré du regretté Marcel Fixard. Mais dès le début de l'année 1980, je dirais qu'il y avait en quelque sorte anguille sous roche. Puisque dès le mois de janvier 1980, Simone Weber avait... Et je ne parle pas, là, je le précise, au bénéfice de la présomption d'innocence, car toutes ces choses ont été validées judiciairement, et on sait très bien que s'il est une vérité bien supérieure aux autres, c'est la vérité judiciaire, mais je vais y venir dans un instant. Donc, en janvier 1980, Simone Weber a acquis la maison de Marcel Fixard, un petit pavillon à Rosières-aux-Salines, à l'insu du plein gré de ce dernier, le futur défuncté, en allant chez le notaire avec un figurant. Il s'est dit, et là je parle au bénéfice du doute, que ce notaire avait eu droit à quelques prestations relevant de la flatterie personnelle de la candidate acquéreuse, mais là, la procédure n'a pas permis de l'établir. Toujours est-il que dans les 2 mois qui ont suivi, Simone Weber a écrit au procureur de la République de Nancy pour lui demander une dispense de publication des bans de son futur mariage avec Marcel Fixard, qui ignorait tout, en disant « Nous sommes un couple de personnes âgées ». Alors, comme elle était née en 1930, il a fallu qu'elle falsifie une fiche d'état civil qui a instantanément porté sa date de naissance, 28 octobre 1910. Et c'était une professionnelle du faux, grâce aux photocopieuses et autres décalques, qu'elle était parvenue à faire du travail d'excellente qualité. Cette dispense de publication des bans étant obtenue, elle est partie très rapidement avec un figurant, une nouvelle fois, et un de ses témoins qu'elle a rencontré comme ça par hasard et qui n'a pas reconnu le vrai Marcel Fixard par la suite, à la mairie de Strasbourg, alors que le couple habitait, enfin le pseudo-couple habitait à Rosières-aux-Salines. Donc ils ont changé carrément de département. Le procureur de la République, dans son immense sagesse, avait dit que ce mariage entre personnes âgées ne nécessitait pas effectivement de dispense de publication des bans. Et si vous cherchez le registre des mariages de la mairie de Strasbourg, il est toujours au bureau, chez moi. Je le contemple de temps à autre. Non, en réalité, il a été restitué. Mais les investigations entreprises ont largement permis de démontrer que Marcel Fixard n'était pas... était pour l'état civil le mari de Simone Weber, mais qu'il ne s'était même pas déplacé le jour-là, puisque là encore, Simone Weber avait pris un figurant qui présentait quelques disgraciosités, c'est pas comme ça qu'on doit dire, mais physiques, qui ont permis de l'identifier, malheureusement, après sa mort, comme étant une personne âgée de l'office, de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines. Alors voilà Marcel Fixard, qui ne sait pas qu'il a vendu sa maison, qui ne sait pas non plus qu'il est marié, mais qui a quelques problèmes cardiaques, d'autant plus que Madame Simone Weber, grâce à des ordonnances falsifiées après avoir été préalablement volées chez différents médecins, s'est fait prescrire des boîtes de digitaline qui sont à tonique cardiaque, très très efficaces, mais qui peuvent se révéler avoir chez les personnes âgées les effets d'une bombe à retardement.
Et Marcel Fixard, qui pétait la forme en 1980, voilà, sans doute, mais enfin, c'est peut-être un âge où il n'est pas exceptionnel, c'est ce que vous diront tous les avocats, de tomber un petit peu malade. Eh bien, ça va pas durer longtemps, puisqu'il va décéder 3 semaines après les acquisitions de produits pharmaceutiques précités par Simone Weber, à l'aide de fausses ordonnances. Eh bien, il va décéder très très rapidement. Alors, à l'époque, il est enterré, et c'est au moment où Simone Weber se mettra aux moyens modernes d'extermination, à savoir la tronçonneuse, qu'on va exhumer, si je puis m'exprimer ainsi, et cette affaire, ce volet Fixard, et d'autre part, le volet, et également Monsieur Fixard lui-même. Et là, les expertises qui étaient à l'époque réalisées par Madame Rudler du laboratoire de police scientifique de Paris, et dont la justice a reconnu le caractère falsifié de ces expertises et le caractère quelque peu escroc de cette personne qui a été dûment remerciée après une affaire remarquablement étouffée. Enfin, toujours est-il que cette femme-là m'avait dit à l'époque, écoutez, si il y a eu de la digitaline dans le corps, on ne peut plus en retrouver, car sous l'effet des phénols de décomposition, vous savez peut-être pas ce que c'est, moi non plus, mais j'imagine comme vous ce que ça peut être, eh bien la digitaline se décompose en eau et en sucre, qui disparaissent avec les eaux de ruissellement. Alors, dernière phase, le testament. Marcel Fixard avait fait un testament en faveur d'un de ses neveux et d'une de ses nièces. Et tout à fait au début de cette idylle et de cette union torride qui s'était traduite également par quelques coups de feu tirés par Simone Weber dans le plafond alors que M. Fixard se reposait dans sa chambrette au premier étage, eh bien Simone Weber, à l'issue d'un travail mais véritablement remarquable par Descalques, avait réussi à retransformer son testament initial avec les mentions du mariage, alors que le seul qui avait été fait en sa faveur par Marcel Fixard ne mentionnait pas cette qualité-là. Eh bien, elle a réussi par un véritable système de décalque avec du papier transparent à refaire, mais ce qui était véritablement un chef-d'œuvre. Seul problème, c'est que, étant très méticuleuse, pour écrire un mot, elle se reprenait à 3 ou 4 fois avec la plume, et quand on regardait tout simplement par transparence le papier, eh bien, on voyait les points d'ancrage. Or, quand vous écrivez un mot, en général, vous ne posez pas la plume 15 fois. Elle a fini par concéder, c'est la seule chose qu'elle a concédée, c'est le faux testament. Le faux mariage, elle l'a toujours nié, ce qui n'a pas empêché la justice aveuglée, composée, comme disait Maître Solacaro de faussaires, encore au procès Colonna, de la condamner pour la fausse acquisition notariée de la maison de Marcel Fixard, pour le faux mariage, pour le faux testament. Voilà ce que j'ai dit sous la pression. Alors si j'ai encore, Monsieur le Président, 2-3 petites minutes, ça ira. Je vous remercie de votre indulgence. J'avais donc, lorsque le sujet m'avait été soumis, je m'étais dit qu'arrivant maintenant plus près de la sortie de ma vie, et notamment de ma vie professionnelle, que de l'entrée, j'allais me poser une vraie question philosophique pour une fois, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors c'est vrai que j'ai quelques circonstances atténuantes de ne pouvoir répondre avec exactitude à cette question, surtout que depuis que on parlait de Simone Weber, c'était contemporain de cette époque-là, depuis que monsieur Charles Pasqua, dont je cite le nom malgré les craintes de représailles que j'éprouve, avait inventé le concept du vrai faux passeport dans l'affaire Nucci-Chalier. Alors ce qui est vrai et qui est faux, et ce qui est vrai, et ce qui est faux et ce qui est vrai, je n'en sais rien. Et je reconnais franchement que c'est accablant pour moi qui ai consacré mon existence professionnelle à la recherche de la vérité. Alors c'est donc sur ce dernier concept que je vais disserter pour en terminer. Et ne me demandez pas si c'est hors sujet, je le confirme d'emblée. Encore que vraie vérité. Alors la vérité, si je mentais, je vous dirais serment prêté, promis, juré, que c'est peut-être celle du parquet. Il n'y a pas de membre du parquet ici? Tant pis. Du parquet aux ordres. Ou celle de quelques avocats encartés au Conseil de l'ordre. Et j'aurais pu vous décliner dans le désordre, il est vrai, des miennes propres,
les statutaires certitudes du premier et celles excellemment rémunérées des avocats des avoués. Des avoués, je parle uniquement de l'ancienne profession qui vient d'être supprimée. Et tout cela pourquoi? Simplement afin que sous leur véritable jour, à contre-jour, se fasse jour des tas de contre-vérités présentées comme des certitudes affirmées. Et il cite le détecteur de gros menteurs, foin du sérum de vérité, ces procédures ne sont pas ou pas encore homologuées. Et c'est heureux, puisqu'il en va de notre vital intérêt de ne point trop succomber aux vérités trop séduisantes, à celles bien trop évidentes, les vérités absolues et leur essence, la vérité toute nue, au premier rang desquelles défense de la laïcité oblige, celle qui fait de vous un homme lige ou docile, les vérités d'évangile, qui, contrairement à celle de Zola, n'est pas en marche, ou alors les récents propos de l'infaillible usufruitier de la place Saint-Pierre en attestent, en marche arrière, du Rolex, c'est du latex. Fallait-il dire à M. Benoît, le 16e de cette lignée-là, ces 4 vérités, au moins pour lui rappeler qu'il n'y en a pas qu'une. Mais puisque toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, il eût mieux valu se contenter d'un sourire pour mieux nous préserver afin de pouvoir affronter, une fois excommunié, le véritable enfer, celui dirigé par d'une main de fer, par le chaud bouillant Lucifer, qui, lui au moins, sait, contrairement à ce que l'on croyait, en deçà des Pyrénées, juste à côté du Pas-de-Calais, que la vérité ne sort que rarement, ou trop peu, de la bouche des enfants. Vérité de monsieur de la Palisse, promptement adoptée par ces messieurs de la police et par les gens de justice. Vérité en ton nom, combien de crimes commettons? La vérité n'a pas de prix, il est vrai. Et la vérité des prix, à Jersey et au paradisiaque Bélysée, damnation, en enfer ou au paradis, le vice est défiscalisé. À chacun donc sa vérité et sa mathématique, plus ou moins authentique, celle ou deux demi-vérités assemblées, finissent par faire un gros mensonge, pieux si possible, parlez-en et songez-y, surtout si vous êtes au parquet, ou encore membre du clergé, 2 organismes hiérarchisés, qui assènent leurs vérités successives comme des sincérités alternatives. André Gide nous avait pourtant exhorté, ce que l'on découvre ou redécouvre soi-même, ce sont des vérités vivantes. La tradition nous invite à n'accepter que des cadavres de vérité. Et la culture de soumission, celle dont on sait très bien qu'elle n'existe pas dans la magistrature, eh bien, même réponse à cette question. Alors, en vérité, je vous le dis, et là ça va partir en toupie, bien entendu sous forme d'allégorie, la vérité je l'ai vue. Un miroir à la main, elle sortait féminine et nue, de la nuit, et plus précisément d'un puits de science pour la vérité scientifique, sans fond, et ça ne date pas d'hier, pour la vérité judiciaire. Misère, misère. La vérité judiciaire, c'est une vérité d'évidence, n'a pas toujours, par le passé, brillé par un excès d'humanité, et pas davantage d'efficacité, sans même parler d'humilité. Mais aujourd'hui, et c'est la note d'optimisme sur laquelle je vais finir, mais aujourd'hui tout va changer grâce aux efforts déployés par une jeune femme habillée par les plus grands couturiers, tenant dans sa main, en guise de miroir, un grand quotidien du soir qui relatait son épopée, comment sortir du puits à Paris, comment, sortie du puits à Paris, elle avait émergé, sous les yeux d'une foule émerveillée, sur la place des Joailliers. Cette maîtresse femme nous a confié,
En toute objectivité, je dois la vérité de vous annoncer sans délai que de la carte judiciaire, la juridiction d'Hazebrouck est rayée. D'ailleurs, ça a failli arriver au Stade de l'Anne aussi. Il y a eu des interventions. Je m'apprêtais donc à demander où j'allais être muté après cette heure de vérité, quand la ministre a ajouté, faisant fi du nécessaire maintien de la biodiversité, mais sur ordre express de l'Élysée, que le juge d'instruction allait être supprimé. Vraisemblablement, pour que les banquiers, quelques députés et autres déshérités de leurs affidés puissent enfin se reposer en paix, sans craindre, comme il fut un temps, même si ce n'était que de temps en temps, les initiatives intempestives d'un juge indépendant, pourvu d'un patrimoine génétique, le rendant possiblement allergique. Et c'était bien là le hic, aux interventions du pouvoir politique, reliées au niveau de l'ombilic au chef du ministère public. Et tout cela est véridique, je dirais même ontologique. Vive la République. Merci.